DIF, le festival d'innovation disruptive. Un festival qui, au cours des 3 prochaines semaines, explore 3 principaux thèmes, celui de l'avenir du travail, des villes régénératives et la refonte du système. L'équipe du DIF a imaginé un programme riche et varié, constitué de plusieurs centaines de sessions, et nous vous invitons à venir y assister. Posez vos questions en direct sur le site du DIF, thinkdif.co, et à consulter le programme complet. La langue officielle du DIF est l'anglais, bien entendu, mais nous souhaitons élargir à un public le plus large possible. C'est pourquoi nous avons organisé des journées internationales. Aujourd'hui, nous inaugurons la journée française. Et le 17 novembre, nous avons une journée espagnole, et le 18 novembre, en direct de Rio de Janeiro, une session en portugais. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour une session intitulée Circulable, le business game de l'économie circulaire, avec Brieux Safré, cofondateur de Wita, une agence de design spécialisée dans l'économie circulaire. Et Brieux est également co-auteur de l'ouvrage Activer l'économie circulaire. Avec lui, Justine Laurent, diplômée de d'école de commerce, elle est responsable du Circulab Network. Dans le cadre de sa double formation en entrepreneuriat et en commerce international, elle a effectué un mémoire de recherche sur les bénéfices de l'économie circulaire pour la filière du bâtiment. Posez-leur vos questions, jouez en direct sur le site du DIF. Pour cela, postez vos questions directement sous la vidéo ou à travers Twitter, #thinkdif_. Alors, Circulab est le business game de l'économie circulaire. Il a été conçu par Wita et c'est un jeu qui permet de comprendre les impacts systémiques des différents modèles d'affaires et de co-créer des produits et des services régénératifs ou circulaires. Le Circulab est animé par un réseau international de consultants basés en Amérique, en Europe ou encore en Asie. De nombreuses entreprises utilisent déjà Circulab pour activer l'économie circulaire dans leur organisation. Alors, Justine et Brieux, à vous de jouer. Parfait, merci beaucoup. Donc effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu le déroulement, on va vous présenter le Circulab et puis on va vous présenter rapidement comment ça se déroule. Et puis surtout, l'idée, c'est tout simplement d'interagir. Donc si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Rapidement, en introduction, on va vous présenter ce qu'est Wita. Wita, en fait, c'est ce petit oiseau-là qui a la particularité d'être polygame. Il récolte des fleurs, des fruits, des coquillages, en fait, pour faire les nids les plus beaux possibles, puisque c'est sa technique de drague, en fait. Et plus il fait des nids qui sont beaux, et plus il a de chances de conclure. Et en fait, maintenant, dans son écosystème, il trouve plus seulement des fleurs, des fruits, des coquillages. Il trouve des pailles, des bouchons, des pinces à linge. Et en fait, paradoxalement, ça se passe encore mieux avec les femelles. Et finalement, comme peut l'attester un petit peu cette création, en fait, il fait des nids assez beaux. Donc, c'est ce qui lui permet finalement de conclure avec les femelles. Mais bon, l'idée, c'est pas de s'éterniser sur ce nid, c'est simplement de dire, cet oiseau, le bowerbird en anglais, il représente un petit peu nos 2 piliers qui sont le design, ajouter de la créativité sur des problématiques aussi délicates que l'économie circulaire ou les déchets. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est s'inspirer de la nature, parce que la nature, ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle fonctionne en cycle et qu'elle fonctionne de façon vertueuse. Et donc voilà pourquoi on s'appelle Wita. On a 3 activités qui sont la formation, l'accompagnement d'entreprise à travers le Circulab, ce qu'on va voir aujourd'hui, et puis évidemment le design à travers le design de produits et services pour les entreprises. Ce jeu, effectivement, est porté par un réseau de consultants que je vais laisser Justine présenter. Alors, le Circulab Network, c'est un réseau de 37 consultants indépendants qui sont aujourd'hui partout dans le monde, donc, comme le précisait Léa, en Amérique, en Asie et aussi bien sûr en Europe.
donc dans 13 pays au total, et plus récemment, on vient d'arriver donc à Hong Kong. Ces consultants sont également présents au Canada, aux États-Unis, en Argentine, en Espagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, est-ce que j'en oublie, en Norvège et en Turquie. Voilà. Et donc, il y a pas mal d'ateliers qui se déroulent maintenant régulièrement. Par exemple, ça, c'était cette nuit à Taïwan. Et puis encore plus récemment, aussi, il y a quelques semaines à Barcelone. Donc, c'est vraiment une méthodologie qui se veut un peu plus ludique et fédératrice, parce qu'on est bien conscient que pour résoudre des problématiques de l'économie circulaire, c'est pas en pensant à travers un seul prisme qu'on va y arriver, mais c'est de façon systémique, en faisant appel à la coopération de toutes les parties prenantes. Donc, comme on vous le disait, on va tout de suite passer à la présentation du jeu, finalement. Déjà, pourquoi on a fait un jeu? C'est tout bête, mais pendant pas mal de temps, on a fait des présentations sur l'économie circulaire auprès de différents publics, et on se rendait compte que la plupart des gens, finalement, disent « Ah oui, c'est sympa », mais finalement, ils ont du mal à s'impliquer, à passer à l'action. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va créer un jeu, et pour faire en sorte que les gens, déjà, apprennent notre nom. Parce que il y a une fameuse citation qui dit tu me dis, j'entends, mais je n'aime pas forcément, mais si tu m'impliques, j'ai plus exactement la citation, mais si tu m'impliques, par contre, j'apprends, et là, je deviens vraiment efficace. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, mobilisons les savoirs de chacun. Nous-mêmes, nous savons partout, loin de là, mais les gens du terrain, ils connaissent leur métier. Nous, on connaît l'économie circulaire, et c'est de ce mélange, en fait, qu'on va arriver à générer des idées qui seront plus pertinentes que si il y avait une seule personne qui avait réfléchi. C'est ça aussi l'avantage de l'intelligence collective. Et donc, à travers l'expérience, les gens vont générer des idées, mais surtout, à travers le jeu, les gens sont beaucoup plus créatifs. Quand on est dans un jeu, on met tous les moyens en œuvre pour gagner. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les gens comprennent qu'ils sont sur le même bateau, comme nous tous. On est tous sur la même planète, finalement. Et donc, si on rame pas tous dans le même sens, forcément, on va nulle part et on s'écrase. Là, l'idée, c'est de se dire, si on est tous dans le même bateau, faisons en sorte de coopérer au maximum. Et ce qui est bien avec la coopération, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est faisons en sorte déjà que les gens apprennent autrement et passent à l'action véritablement. Deuxième avantage du jeu, c'est tout simplement de décloisonner les organisations. La plupart du temps, notamment dans les entreprises, les grosses entreprises, ça notamment en France, on a des organisations qui sont en silo. C'est-à-dire qu'il y a toujours un département ou une direction qui est beaucoup plus pardon, je vois les questions encore. Il y a parfois des départements qui sont beaucoup plus visibles que d'autres et qui décident sans prendre en considération tous les aspects. Et donc là, à travers le jeu, on réunit toutes les parties prenantes pour faire en sorte que ce soit nettement plus intéressant. Donc, l'idée, c'est qu'à travers le jeu, ils arrivent à échanger, à comprendre leurs opportunités, leurs points faibles, etc. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à résoudre les problèmes ensemble. Et puis surtout aussi, autre aspect intéressant, c'est que quand les gens travaillent ensemble, c'est eux qui vont générer les idées. Et d'un point de vue mise en place et management du changement, c'est nettement plus efficace puisque c'est l'idée des gens qui sont sur le terrain qui vont les gars, vous devez faire ça. Donc voilà aussi un autre avantage du jeu. Et puis, dernier aspect, pourquoi on a créé le Circulab, c'est tout simplement pour intégrer véritablement la RSE. C'est-à-dire que la plupart du temps, notamment en France, la RSE, c'est un département, on va dire, sur le côté, qui va faire des bonnes actions, etc. Là, l'objectif, c'est de se dire, non, la RSE, c'est dès la production du produit, dès la distribution du produit, on va faire des produits qui sont vertueux, qui ont des impacts sociétaux positifs, parce que c'est pas en faisant des petites actions sur le côté qu'on va y arriver, c'est vraiment en faisant des choses qui sont vertueuses dès le début.
Et donc, pour jouer à ce jeu, on passe par un plateau de jeu qu'on a appelé le Circular Board. La première chose qu'on voit sur ce board, c'est la fonction, c'est le pourquoi l'entreprise existe, à quel besoin fondamental l'entreprise répond. Donc, si je prends l'exemple par exemple de Peugeot, Peugeot, généralement, les gens vont dire la fonction de Peugeot, c'est faire des voitures. Et c'est là où on insiste, c'est vraiment le besoin fondamental. Qu'est-ce qu'une voiture permet? C'est permettre la mobilité des gens. Sinon, quand on prend un peu de recul, Peugeot propose aussi, par exemple, des scooters, des vélos, etc. Et donc, c'est nettement plus intéressant parce que dans un monde qui est un peu plus changeant, partir de sa raison d'être, ça permet de passer finalement les obstacles et surtout de retourner les menaces en opportunités. Donc voilà un petit peu la première case qui est fondamentale. Ensuite, on a toutes les activités, on va dire les ressources humaines. Donc, c'est quelles activités clés au sein de l'entreprise sont nécessaires pour la mise en place du business model. Et ensuite, avec quels partenaires, donc, plus les fournisseurs et même des partenaires, pourquoi pas académiques ou des partenaires publics. Ensuite, vous avez tout ce qui est ressources, donc les ressources naturelles, les ressources technologiques, les ressources énergétiques. L'idée, c'est pas de considérer les ressources uniquement à la fin ou au début, enfin, lors de la production, c'est de les considérer pendant toutes les étapes de vie du produit. L'exemple le plus courant, c'est par exemple un site internet. Au niveau de la production du site internet, l'idée, ça va, par exemple, sur l'énergie, ça va pas générer, oui, quelques ordinateurs, etc. Mais la principale dépense en ressources, notamment énergétiques, c'est pendant l'utilisation du site. Donc tous ces aspects-là sont considérés dès la conception. Ensuite, troisième colonne, c'est tout simplement quelle expérience, quelle proposition de valeur l'entreprise ou l'organisation va mettre à disposition de ses clients, voire même dans quel contexte. Donc voilà, c'est tout simplement cet ensemble de produits ou services qui sont mis à disposition du client. Et puis enfin, dernière colonne, c'est tout l'aspect marché, c'est-à-dire comment on vend le produit, comment on le met à disposition, et puis surtout, qu'est-ce qui se passe à la fin de vie du produit. Sachant que 90% des choses qu'on achète sont jetées dans les 6 mois, on est bien conscient que les entreprises sont en train de passer à côté de beaucoup d'opportunités. Et donc l'idée, c'est de se dire, dès le début, considérons la fin de vie comme une opportunité pour créer de nouvelles synergies et transformer nos impacts négatifs en impacts positifs. Et puis après, évidemment, tout l'aspect évident qui va venir, c'est tout l'aspect financier. Quels sont les revenus, quels sont les coûts, et on ne va pas les regarder seulement de façon linéaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être le plus systémique possible. C'est-à-dire que si je reprends par exemple les ressources technologiques, une usine, eh bien, peut évidemment générer des coûts, mais elle peut aussi générer des revenus. On peut peut-être mutualiser des espaces de stockage, on peut peut-être, et donc, louer ces espaces à d'autres entreprises. On peut peut-être même produire notre propre énergie, et donc avoir des coûts qui sont réduits, et peut-être même revendre des surplus d'énergie, et donc avoir un nouveau revenu. Et donc, ça permet d'être non seulement plus opportuniste, mais surtout, finalement, dans certains cas, mais surtout, d'être beaucoup plus imbriqué finalement dans notre écosystème local sur le territoire. Et ça, c'est nettement plus intéressant également. Et puis, dernier avantage, c'est que l'entreprise n'a pas une seule source de revenus, mais potentiellement plusieurs, pas uniquement la vente de son produit ou de son service. Et puis enfin, les impacts sur la société, sur la nature. Donc finalement, généralement, quand on fait un petit peu une synthèse de l'entreprise, il y a beaucoup d'impacts négatifs. Mais quand on se place plutôt à l'étape de conception, eh bien, généralement, on arrive à tout de suite transformer ces impacts négatifs en impacts positifs parce qu'on va reformuler, repenser les différentes cases qu'on a vues jusqu'à présent. Donc voilà, j'espère que si vous avez des questions sur ce board, n'hésitez pas. Il est en téléchargement libre sur circular.eu. Voilà. Aujourd'hui, donc, il y a différents formats de jeux qui existent à travers le Circulab. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est principalement le Circulab Discovery. En gros, l'objectif de ce format, c'est tout simplement de sensibiliser les gens, leur faire comprendre comment fonctionne l'économie circulaire, soit sur un cas fictif,
soit sur le cas de leur entreprise, comment repenser tel ou tel produit. Et donc, je vais passer la parole à Justine. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un cas qui est un cas bâtiment. Donc c'est un cas sur lequel on a travaillé il y a quelques mois avec un de nos clients. Alors on va se concentrer sur la question des bailleurs sociaux. Alors afin de pouvoir jouer finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transposé l'ensemble des informations dans le board. Donc tout d'abord, pour la fonction, finalement, le bailleur social, sa fonction, laquelle c'est de permettre de se loger. Quand on en vient aux activités, le bailleur social, il a plusieurs activités. Tout d'abord, bien évidemment, la production, tout ce qui est production de logement, mais aussi l'aménagement, et enfin la gestion de ces logements sociaux. Donc tout ce qui est partenariat, évidemment, il y a la question des collectivités, étant donné qu'on est orienté bailleur social, mais il y a également tous les fournisseurs de produits finis, donc tout ce qui va être dans la production, mais également dans la gestion. Et enfin, il y a tous les maîtres d'ouvrage, les artisans et les associations qui vont intervenir sur ces trois activités distinctes. Dans les ressources, donc tout d'abord les ressources naturelles, c'est toutes les ressources qui sont nécessaires à ces activités. On a l'eau, mais également à proximité un parc résidentiel qui peut être qui est mis à disposition des habitants. Pour les ressources technologiques, on a le bâtiment qui est la ressource technologique centrale, mais également les machines, les camions, en amont, en aval, mais également en pendant, et les produits finis d'aménagement. Pour les ressources énergétiques, on va être essentiellement sur tout ce qui est énergie et essence et électricité lors de la gestion. La proposition de valeur du bailleur social dans ce cas-là, elle est sur deux axes principaux. Le premier, c'est une offre d'appartement à loyer modéré, et la deuxième, c'est un service d'entretien et de gardiennage. Pour quel client et dans quel contexte? On est plus sur des familles à revenus modestes. Aujourd'hui, la question de la valorisation, elle n'est pas vraiment mise en lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune proposition spécifique liée aux déchets ménagers, donc tout ce qui va par exemple être encombrant, eaux usées ou déchets organiques. Mais en plus, pour par exemple la ressource bâtiment, il n'y a aucune valorisation en fin de vie. C'est une question qui n'a pas du tout été réfléchie. Pour la distribution, on est principalement à travers les collectivités locales. Alors pour les revenus et les coûts, donc les points présentés par Brigitte précédemment, finalement, les revenus dans les partenaires, là, dans ce cas qui est un peu spécifique, on peut bénéficier de subventions. C'est la principale entrée d'argent, le principal revenu, ça va être évidemment les allocations et les loyers. Pour les coûts, donc, pour tout ce qui est activité, on a les salariés et les prestataires de services. On a également des coûts importants qui sont liés aux ressources, donc l'énergie, production et transport, et les matières premières. Pour les coûts qui vont être liés à la proposition de valeur et principalement au service d'entretien qu'on a présenté, bien évidemment, on a tous les coûts qui sont liés à ce point-là. Et enfin, on a les coûts des traitements des déchets qui ne sont pas négligeables, particulièrement quand on travaille avec des collectifs. Alors, les impacts, ils sont nombreux. Les impacts positifs, on a forcément une création d'emplois locaux, mais également un aménagement du territoire. Ce qui est, dans le cas de ce bailleur social, un équilibre des agglomérations. On va continuer pour les impacts positifs. On a aussi un accès à des logements de qualité, donc pour des familles à revenus modestes. On a davantage d'unicité sociale, mais également de la création d'emplois. Pour tout ce qui est impact négatif, donc comme on disait sur l'environnement et sur la société, tout d'abord, il y a une forte dépendance aux matières premières primaires, donc aux matières premières nouvelles. Et le deuxième, c'est évidemment la génération de déchets, qui est aussi liée au manque de valorisation qu'on a vu précédemment. Évidemment, en plus, sur tout ce qui est génération de déchets, on pourra aller plus loin avec tous les impacts que ça peut générer, par exemple, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, etc. L'idée, encore une fois, c'est qu'on est sur une sensibilisation. Donc, on met les grandes lignes sur le board, mais rien ne nous empêche, sur des problématiques précises, d'aller un petit peu plus loin encore sur le sujet. Est-ce que tu avais Alors, une fois qu'on a finalement ce board dans la sensibilisation, donc on va le présenter de cette façon-là. Et ce board, on va le compléter par un scénario. Ce scénario, ça peut être soit finalement une problématique actuelle de l'entreprise, mais ça peut être dans le cas d'une sensibilisation,
un cas fictif, une problématique fictive. Ce scénario, ça va être finalement le fil rouge. L'objectif, ça va être de répondre à cette problématique actuelle en ayant des impacts positifs, les plus positifs possibles et en minimisant les impacts négatifs. Pour ce faire, on a deux phases ou plus de brainstorming et de génération d'idées, dans lesquelles on va s'aider de cartes idées que je vous présenterai par la suite. Donc, l'idée, c'est de tous coopérer et se co-générer des idées par équipe pour finalement pouvoir répondre à la problématique de la manière la plus efficiente et la plus résiliente possible. Suite à ces différentes étapes de brainstorming, il y aura la synthèse qui va permettre finalement aux participants, particulièrement en phase de sensibilisation, de mettre les choses plus au clair, de comprendre vraiment les tenants et les aboutissants, et de pouvoir synthétiser leurs idées pour la présenter dans un dernier temps, et au mieux dans un pitch d'une minute qui permet de valoriser l'idée qui aura émergé. Oui. N'hésitez pas, on continue sur la présentation du jeu. On va voir un petit peu au fur et à mesure, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc là, par exemple, on continue sur ce format sensibilisation, Circular Discovery. Donc là, mettons, les gens donc, ont vu le plateau de jeu, ils le connaissent, et puis surtout, ils vont découvrir le scénario. Ici, le scénario, c'est le suivant. C'est le service de collecte des déchets mis en place par la mairie sur le point de doubler ses prix de prestation. Ce changement pourrait avoir un impact considérable pour vos finances. Votre direction vous demande de trouver de nouvelles solutions pour traiter, voire même valoriser les déchets des occupants de vos logements. Que proposez-vous? Et donc là, les gens sont projetés finalement pendant 2-3 minutes à dire voilà, comment on fait? Est-ce que déjà ils comprennent bien le scénario? Et puis surtout, est-ce qu'ils ont déjà des premières idées qui leur viennent à l'esprit? Parce que finalement, c'est un scénario qui n'est peut-être pas forcément, qui va pas forcément arriver, mais il y a une certaine, c'est plausible, en fait, ça tient la route. Et donc c'est pour ça qu'ils sont mis tous ensemble en difficulté et ils comprennent que pour résoudre ces difficultés, il va falloir travailler ensemble. Donc, voilà un petit peu l'objectif de cette première phase. Alors, pour accompagner ce scénario et générer des idées, qui est quand même une phase difficile, d'autant plus quand on arrive face à un business model qu'on connaît de manière peu systémique, on va dire, on va s'aider on va dire, cartes idées. Ces cartes idées, comment elles fonctionnent? Donc, il y a 3 parties. La première partie, ça va être la question. La question est si. La deuxième, ça va être l'exemple. Et l'exemple, c'est que des exemples qui existent déjà. Et donc, de cette manière-là, le participant et le joueur, il se rend compte de la viabilité, mais surtout, il a un exemple concret qui va permettre d'appuyer son idée. Et enfin, il y a la partie zone impactée, c'est-à-dire que chaque exemple impacte une case sur le board que nous vous avons présenté. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on voit qu'il y a des impacts sur les coûts, mais également sur tout ce qui est ressources, ressources et protection de valeur. Alors, on a une première question. Si les entreprises françaises comprennent les opportunités de l'économie circulaire, ont-elles un problème de formation de leur personnel? Je dirais qu'on ne peut pas dire que toutes les entreprises françaises comprennent l'économie circulaire, ou en tout cas qu'elles l'ont vraiment adoptée. Mais évidemment, il y a un problème. Si vous voulez, je pense que c'est plus des profils au sein de l'entreprise qui ont pris conscience des enjeux, qui sont convaincus du bien fondé de l'économie circulaire. Mais effectivement, pour que la transition se fasse, ça ne se joue pas sur 2 ou 3 profils, ça se joue sur des équipes entières. Et donc effectivement, il faut sensibiliser ces équipes et surtout leur faire comprendre qu'on peut concilier l'intérêt économique d'une entreprise et de ses salariés, mais aussi l'aspect nature et société. On peut tout à fait concevoir des business qui soient vertueux sur ces 3 points de vue-là. Je reprends sur le fonctionnement du jeu. Donc, effectivement, les gens ont des idées, chacun a une carte idée, ils réfléchissent individuellement pendant 2 minutes, 2-3 minutes. Là, par exemple, vous avez cette carte, et si le prix évolue en fonction de l'implication
du client. Donc, ça va avoir des impacts sur, évidemment, la proposition de valeur, par exemple, il y a peut-être différents types de clients, ou dans différents contextes, on pourrait faire évoluer le prix. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être les charges de copropriété. Et puis, à chaque fois, comme on l'a dit, l'idée, c'est de prouver que ça a déjà été fait quelque part à travers cette question et que ça peut être intéressant de le répliquer. Donc là, c'est l'exemple des self-garage qui permettent aux clients de réparer leur voiture avec l'aide d'un professionnel à un prix réduit. Donc, plutôt que de payer plein pot un professionnel qui va réparer votre voiture, et bien vous êtes en mesure de vous impliquer, d'apprendre, et vous êtes encadré par quelqu'un qui est en mesure de le faire. Donc finalement, les gens, en fonction du plateau de jeu et du scénario, la personne doit réfléchir, par exemple, à ce que ça pourrait impliquer. Donc, si Justine, tu as des idées. Par exemple, si on pense à l'implication du client, on pourrait imaginer une sorte de reward avec lequel finalement l'habitant, le locataire, aurait soit une baisse de loyer, soit une récompense pour, par exemple, des déchets qui pourraient être valorisables. Je ne sais pas, le locataire ramène ses déchets, ses anciens téléphones portables, on va dire au gardien, et puis du coup, le gardien, il va vendre ses téléphones portables à un recycleur électronique. Et du coup, grâce à ça, le locataire il peut bénéficier d'une baisse de loyer. Ou sinon, on peut dire d'un reward qui soit financier, qui est plus impliqué. Et puis, de cette manière-là, on répond à notre problématique parce qu'il y aura moins de déchets à donner à la mairie. Voilà. Après, on peut imaginer ça sur n'importe quel type de déchets. Il y a l'exemple, effectivement, des déchets électroniques, mais même de façon un petit peu plus quotidienne, on pourrait imaginer, par exemple, sur des biodéchets, on peut tout à fait imaginer faire en sorte que plus les gens sont impliqués, plus on va faire en sorte de récupérer les biodéchets, de les valoriser peut-être même sur place, et donc leur charge de copropriété, mettons, pourrait être réduite parce qu'on aura ça de moins à payer au service de collecte de la mairie. Ça peut être un premier aspect. Et donc ensuite, après cette réflexion individuelle, les gens sont invités à restituer leurs idées en équipe. Et donc là, chacun présente la carte qu'il a eue et les idées qu'il a eues en fonction de cette carte, ce qui devient une vraie discussion. Et puis surtout, chacun est amené à s'exprimer sur l'idée. C'est là qu'on vient vraiment sur cet aspect cogénération d'idées. On est dans un vrai dialogue entre les gens pour vraiment comprendre et faire en sorte que les gens fonctionnent peut-être un petit peu plus par analogie, par création, et puis surtout par itération, faire en sorte que une bonne idée elle puisse s'enrichir d'une autre, et ainsi de suite, parce que on se rend compte d'une certaine complémentarité. Et puis donc, on part sur différents tours de cartes, et puis on arrive à une deuxième carte. Donc là, mettons, on est sur une nouvelle carte, c'est si le flux devenait un circuit fermé. Donc là, c'est l'exemple de Showerloop, qui est un système open source de purification de l'eau en circuit fermé. C'est un système qui recycle l'eau pendant la douche. Et donc, ce circuit permet d'utiliser en continu seulement 5 litres d'eau. Donc, l'idée, c'est pas de répliquer l'idée à la lettre. C'est simplement de se dire, si le flux devenait un circuit fermé. Et donc, on peut repartir de différents flux qui existent dans un bâtiment. Et puis, on peut continuer sur l'exemple des biodéchets, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, faisons en sorte finalement peut-être d'aller sur de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire que plutôt que de juste balancer les biodéchets et de les brûler, faisons en sorte de les valoriser, peut-être même pour faire en sorte qu'on fasse pousser des choses dans les jardins de la copropriété, ce qui devient tout de suite plus intéressant, parce que d'un point de vue écosystémique, si on a des jardins plus productifs, on crée un petit peu de biodiversité, et puis surtout, on permet d'avoir des aliments en circuit, même pas court, c'est sur place. C'est ça qui pourrait être intéressant. Et donc, chacun a sa carte, chacun a un deuxième tour d'idée, et puis le premier tour d'idée vient aussi compléter ce deuxième tour. Et donc, on fait généralement 2 à 3 tours de génération d'idées. Les idées fusent assez facilement, et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à une phase de synthèse, où les gens vont dire, voilà, qu'est-ce qui nous semble le plus intéressant, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas.
Et ensuite, tout simplement, chaque groupe, généralement il y a plusieurs tables de 5 personnes, est invité à présenter son niveau. Et ensuite, donc là on est sur un aspect sensibilisation, mais justement sur tout ce qui est Circulabs Training Challenge, les gens vont jusqu'à faire une feuille de route, et on est sur des formats de génération vidéo et d'observation terrain différentes, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ont compris par eux-mêmes comment ça fonctionnait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que en les mettant en situation, les gens sont beaucoup plus réactifs et tout leur semble beaucoup plus évident. Alors que quand on faisait des présentations sur l'économie circulaire, les gens disaient oui, 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 mais finalement, il n'y a pas de déclic qui s'est enclenché dans la tête. Donc voilà un petit peu comment fonctionne ce format du Circulab. On travaille avec différentes entreprises, notamment des grandes entreprises sur ces sujets de sensibilisation et aussi de mise en place. Voilà. Et puis, en attendant vos questions, n'hésitez pas surtout à télécharger le bot, un téléchargement libre sur le site circulab.eu. Et puis ensuite, n'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre le Circulab Network, à nous contacter pour pouvoir en discuter. Alors, on a une première question de Jean-Baptiste. Justement, quel type d'entreprise font appel à nous? Aujourd'hui, on est principalement contacté par des grosses entreprises qui ont des grandes équipes et qui n'arrivent pas forcément à impliquer leurs collaborateurs sur ce type de sujet. Donc, comme on a une démarche assez ludique et fédératrice, on fait en plus, mais ça c'était pas forcément ce qu'on avait imaginé au début, on fait en plus un peu de team building. Mais ce sont principalement des grosses entreprises qui ont besoin de faire des changements d'état d'esprit sur le sujet qui font appel à nous. Alors, on a une nouvelle question de Alexandra. Les entreprises cherchent à innover davantage au niveau de leur business model ou du design de leurs produits. En fait, ce qui est intéressant avec l'approche du Circulab, c'est qu'on conçoit le business model depuis le début, enfin à l'étape de conception. Et donc, en fait, voir à travers ce prisme, ça nous permet de repenser le design des produits et des services, pas uniquement le business model. On va voir tous les aspects, parce que en fait, l'avantage de considérer toutes les étapes en même temps, notamment l'étape de valorisation, et ça va avoir des implications sur comment on va faire un produit. Typiquement, si je prends un téléphone, dès le début, on va pouvoir décider si on va faire en sorte que les pièces soient réutilisables, si on peut facilement les réparer ou pas. Et ça, c'est nettement plus intéressant de le définir au début, parce que on va être en mesure de rendre la conception du produit nettement plus vertueuse. Alors, on a une nouvelle question de Marianne. Vous disposez d'un réseau international, quels pays vous sont les plus réceptifs? Alors, ce point, il dépend de plusieurs choses. Tout d'abord, il dépend du fait qu'initialement, on était implanté en France. Donc, tout ce qui est bien évidemment contenu, etc., on est beaucoup en français. Donc, la France reste quand même un pays qui est relativement réceptif. Après, dans le reste du réseau, on est de plus en plus installé en Europe. Et après, c'est vrai que l'économie circulaire et les enjeux l'économie circulaire, ils sont mondiaux, ils sont de plus en plus appliqués et du moins mis en lumière en Amérique, mais également en Amérique latine. Je dirais que les pays peut-être les moins réceptifs pour le moment, ce serait plutôt Est et Asie, bien qu'on soit actuellement en Hong Kong. Je sais pas. C'est une question assez délicate parce qu'on n'a pas assez de recul, mais du retour de nos différents consultants, en fait, il y a une espèce d'autoflagellation, c'est-à-dire que par exemple en Espagne, les gens nous disent, notamment à Barcelone où on est implanté, les gens nous disent de toute façon en Espagne ils comprennent rien, etc. Et pourtant en fait, il s'avère que Barcelone c'est une des villes les plus avancées sur tout ce qui est par exemple le traitement des biodéchets. Donc en fait, je pense que
manque, même nos consultants manquent de recul sur ce qui se fait un petit peu partout. Donc, c'est assez délicat en fait de pouvoir répondre à ça, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience et que Wita existe depuis 4 ans. Et je peux dire que chaque mois, on sent qu'il y a des changements qui s'amorcent. C'est toujours trop lent, mais bon, c'est ce qui nous fait dire que le changement est en route. Alors, au-delà de la génération d'idées, effectivement, est-ce que Wita suit la mise en œuvre des projets? Alors, effectivement, c'est d'ailleurs même la suite logique, si vous voulez, c'est-à-dire que généralement, on va arriver à des projets design, c'est-à-dire qu'on va souvent devoir repenser des produits, repenser des services. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le co-design des produits et services est pensé par comment dirais-je, les membres de l'entreprise et pourquoi pas aussi ses fournisseurs qu'on peut impliquer pendant les ateliers, voire même leurs clients. Et donc après, nous, on va finaliser finalement cette innovation pour qu'elle soit mise en place. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas de rester, si vous voulez, l'atelier, c'est pas juste une fois en soi, c'est le début de l'aventure. Et pour compléter ça, on a, entre autres, nous, avant, on vous a présenté le format sensibilisation qui est le Circular Discovery. Mais on a un format qui va être plus du coup dans la mise en œuvre du projet qui s'appelle le Circular Challenge. Et ce format-là qui est sur 3 jours, il y a aussi toute une partie qui est du coup finalement plan d'action et mise en œuvre du projet pour avoir un suivi après optimal, un prototypage, etc. Donc évidemment, la mise en œuvre du projet, elle est aussi au cœur et elle fait suite à la génération d'idées. Alors, on a une nouvelle question, c'est combien de sessions de jeu avons-nous organisées? Alors, j'ai pas le chiffre précis. Je sais que sur l'année 2015, on avait fait jouer 450 personnes. Mais là, ça s'est vraiment accéléré cette année avec le fait de pouvoir s'appuyer sur un réseau international. Là, on a dépassé les plus de 1000 personnes qui ont joué au Circular sur l'année 2016. Donc voilà, l'idée évidemment, c'est qu'un maximum de gens qui y jouent parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens je vous dis, le déclic se fait dans la tête et quand ils retournent dans l'entreprise, ils ont un plateau de jeu à disposition pour reprendre du recul sur leur activité et essayer de faire changer les choses. Alors, nouvelle question, est-ce que les entreprises vous demandent d'approfondir cette formation et quel groupe avez-vous travaillé? Alors, pour la première partie de la question, en fait, le format qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est un format vraiment sensibilisation. Ça dure généralement au minimum 2 heures, maximum 4 heures. Et effectivement, si ça a plu, s'il y a un besoin de formation pour que les gens soient indépendants et autonomes, on va passer à ce qu'on appelle le Circular Training, c'est-à-dire qu'on va former les gens à utiliser les outils par eux-mêmes pour qu'ils soient, comme je disais, autonomes et en pleine mesure d'utiliser les éléments et de passer à l'action. Quel grand groupe avez-vous travaillé? Alors, oui, comme on a présenté rapidement tout à l'heure, on a travaillé entre autres, on continue à travailler avec L'Oréal, avec Ikea, on a fait Faveur Nouvelle, Suez. Oui, également avec Orange. Et puis après, il y a d'autres entreprises qui vont se rejoindre à ces références-là, puisque l'avantage aussi d'avoir un réseau international, c'est que en fait, il y a des possibilités de faire des prestations groupées, quitte à ce qu'on adapte la problématique en fonction du pays. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un bon ordre d'idée sur comment fonctionnait le Circular. Et puis j'en profite également, si vous voulez en savoir plus sur la plupart des outils qu'on a créés sont disponibles sur ce livre qui s'appelle donc Activer l'économie circulaire et qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et puis voilà, je tiens à remercier encore la Fondation Emmanuel Cartier et puis je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Allô, je reprends l'antenne. Merci Justine, merci Brieux pour cette session
ludique et intéressante. Mais je pense qu'il faut, pour vraiment apprécier toute la qualité du jeu, il faut vraiment y jouer et voir comment le jeu se déroule physiquement et en action. Je pense que ça peut être très intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser que sur le site justement du Circulab, il y a toutes les prochaines dates qui seront à disposition. Et donc, on fait donc une nouvelle conférence dans le cadre du DIF la semaine prochaine à l'ENSI. Il n'y aura pas de démonstration du Circulab à cette occasion, mais par contre, le 8 décembre, au Tech Shop d'Ivry, il y aura une nouvelle démonstration. D'accord. Merci pour ces informations qu'on pourra retrouver sur la page de votre session, que je pourrais ajouter ces informations sur la page de votre session ultérieurement aujourd'hui. Merci aux éditeurs qui ont participé à cette session également et qui ont posé leurs questions. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour une autre session consacrée à l'agriculture intitulée « La permaculture a-t-elle le potentiel de révolutionner l'agriculture ?» Une session présentée par Perrine Hervé-Gruyère et elle a lieu à 12h précisément. 12h GMT et 13h heure française, bien entendu. Rejoignez-nous également dans la soirée avec une session en public et en direct organisée par notre partenaire WeShare sur le thème de la Fab City comme nouveau modèle industriel et pour une production locale, innovante et circulaire. Donc, ce sera ce soir à 19h, heure de Paris. Merci de nous avoir suivis. Merci encore, Brieux et Justine, et à très bientôt. Merci. À bientôt.